It's this here to play rugby. Nothing good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce débrief de la 9e journée de Top 14. On est parti, donc premier match à 15h samedi, Toulon s'impose face à Pau. Toulon a facilement pris le score, 2 essais d'entrée en moins de 15 minutes de jeu. Pau a vraiment couru après le ballon, mais bon, Toulon est sur une sacrée lancée, il l'emporte. Montpellier se déplaçait à Bayonne, bon c'est l'état d'urgence à Montpellier, mais ça n'a rien changé, Bayonne reste invaincu chez eux. Bègle fait la bonne opération en gagnant à Oyonnax sur un terrain quasiment gelé, on verra ça tout de suite. Castres domine Lyon en prenant le bonus offensif. Lyon qui font les frais d'un Castres très très joueur, plus que de la relance en ce moment, ça joue très très bien du côté de Castres. Bon, Perpignan sans surprise échoue largement à La Rochelle qui l'emporte 35-6 avec son armada d'internationaux sur le banc. Clermont se fait peur face au Racing, face à une équipe remaniée du Racing, mais réussit à l'emporter et se relance un peu dans la course au top 6. Le Stade Français, en prime time dimanche soir, pour le Classico, l'emporte face au Stade Toulousain. C'était très très chaud, mais le Stade Français a sorti une masterclass de défense. Les Toulousains n'ont strictement rien fait, même avec Antoine Dupont sur le banc, ça n'a rien donné. C'est top pour le Stade Français qui remonte un peu après 2 revers de suite. Et des histoires pas top, on en avait parlé dans l'épisode précédent. Côté classement, le Racing toujours en tête, suivi de Toulon. Toulon qui est quand même sur 4 victoires d'affilée. Castres qui est la meilleure équipe à domicile continue à jouer dans les premiers rôles. Pau, malgré une défaite à l'extérieur, garde sa place dans le top 6. Paris remonte, Toulouse arrive à se maintenir, Bègle fait la bonne opération et recolle un peu vers le top 6, Clermont se maintient, La Rochelle remonte au fur et à mesure, ils vont falloir grappiller un peu leur retard, Bayonne toujours dans la bonne place, Lyon qui est un peu lâché, et bien sûr Montpellier, on peut voir avec toutes ces défaites qui jouent à puissance 4 ou puissance 8. Là ils ont clairement gagné, mais ils sont clairement à la ramasse malgré une armada de coach. On vient d'apprendre que Didier Bèze, donc l'ancien coach de la mêlée de Clermont, donc champion de France avec Clermont 2007 et après qui était allé du côté de Lyon, débarque aussi. Bon, les mecs ils pourront avoir tous les coachs, si ça prend pas, ça prendra pas. Hein. Voilà, classement à domicile, comme je disais, Castres et Toulon, bien sûr, hein, les 3 premiers sont les équipes qui ont gagné tous leurs matchs à domicile. Voilà, et le Racing qui a gagné le plus de matchs à l'extérieur. Voilà. Donc, au niveau des essais, on va regarder 2-3 extraits des essais un peu marrants. C'est pas les plus beaux, hein, mais un peu sketch de cette journée. On commence par Bale, comme j'ai dit, qui a gagné à Oyonnax avec un essai plus que casquette. Regardez. Voilà, Biel Barré qui sort de nulle part. On le voit même pas. Je suis même pas sûr qu'on le voit avec l'écran, avec le revêtement blanc là. Mais en tout cas, il l'emporte. En plus, comme j'ai dit, il gagne de seulement. Il gagne seulement de 6 points, donc en vrai ça joue. Il a fait ça pour le gain du match. Enfin bon, le truc casquette. Hein. Sachant qu'il y a eu un mauvais rebond aussi sur l'essai de Penaud qui fait que Oyonnax se trouve en fait chez eux. Tant pis pour eux. Sinon du côté de Clermont, on a eu le droit aussi à un essai un peu à la. Avec un super numéro 10 argentin, quoi. Lionel Urdapilleta. Attention, ouais. Oh là là, c'est contrôle fabuleux. Et il prolonge en profondeur pour son ailier droit. Ouais, le seul truc qui a un peu pas trop mal au match, parce que c'était à part un match de gros voyous avec pas mal de blessures, c'était pas dingue comme match. Et l'essai le plus sketch peut-être du week-end, l'essai en mode Time of My Life de Pierre Bourgarit. Et ouais, maintenant la question c'est comment on fait pour défendre là. Faut garder un mec dans l'axe direct, mais bon, même un gars lancé comme ça, c'est compliqué à arrêter. En tout cas, bien joué lui. En plus, franchement, il est vraiment clean son plongeon. Bon, ça aurait rien changé au score, mais voilà. Bon, l'autre thème récurrent du moment dans les actualités, c'est l'arbitrage, bien sûr. On en parle depuis la Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps. Et en fait, t'as Midi Olympique qui a fait une chronique pour parler du non-respect de l'arbitrage, que ça devient n'importe quoi, que tous les joueurs, même les entraîneurs, enfin en plein match, que tout le monde parle. Il n'y a plus, à la base, normalement, c'est le capitaine qui parle, point barre à l'arbitre. Mais là, ça conteste dans tous les rucks, on voit des bras levés partout. C'est même vraiment pas fun à regarder, et on a oublié qu'en fait l'arbitre pouvait faire des erreurs. Bien sûr, moi ça m'arrive aussi de critiquer l'arbitrage, bien sûr, la question n'est pas là, mais à un moment il faut se rendre compte
qui sont seuls, les actions vont vite, c'est pas évident, il y a beaucoup d'appels à la vidéo et c'est ça, c'est le compromis. Est-ce qu'on voudrait que tout soit bien arbitré mais qu'il y ait des appels à la vidéo dans tous les sens, que ce soit long, que ce soit chronophage et tout, ou que ce soit plus ou moins arbitré, mais que finalement on s'ennuie pas, quoi, on se fasse pas chier dans le match, quoi. Et là il cite l'exemple de Clermont où voilà, il y avait des râleries systématiques, voilà, des gens qui contestaient tous les rucks et tout, ouais, malheureusement on arrivait jusqu'à, bon après c'est un exemple à Clermont, il y en a eu d'autres, hein, où c'était Nouchi, donc Nouchi qui était déjà dans le la semaine d'avant sur l'arbitre, l'action d'Imov sur Cancorier face au Racing La Rochelle avait déjà pris des critiques. Mais ouais, donc voilà, Midi Olympique sur ça, c'est bon, normal, il faut en parler à un moment, ça va trop loin. Mais le timing est tellement mauvais, puisque quelques heures après, on vient d'apprendre que Tom Foley, l'arbitre vidéo de la finale de la Coupe du Monde, prend sa retraite internationale, hein. Donc il est anglais, et bon, c'est pas lui, hein. Ça c'est Luc Pierce, qui est d'ailleurs un des super arbitres de nouvelle génération, Riviera qui se trouve comme à chaque fois. Et en fait, Tom Foley a décidé d'arrêter suite à des propos malveillants, dangereux, et des menaces de mort. Ouais. Le mec fait juste son taf, il a reçu des menaces de mort. Bon, on comprend qu'il en a un peu marre, en plus sachant que c'est quand même un métier pas évident. Maintenant, c'est une place médiatique beaucoup trop grande. Donc, oui, voilà, c'est celui-ci, hein. Voilà. C'est triste pour lui, c'est triste d'en venir là, ça tombe super mal pour l'article de Riviera. Et à côté de ça, il y a des choses qui font que il y a de quoi critiquer l'arbitrage. Par exemple, on avait parlé de Toulouse ASM, la semaine dernière, il y a eu un arbitrage assez particulier sur l'action, par exemple, du croche-patte, ou croc en jambe, je sais pas comment on dit, de Ramos sur Fall. Et en fait, la Montagne, donc le média auvergnat, a sorti un article en disant que Franck Mosiello, donc le patron des arbitres, a eu un jugement différent de Luc Ramos sur l'action. Selon lui, il aurait dû siffler faute contre Thomas Ramos, ce que tout le monde demandait, avec carton jaune, à la clé, sans accorder pourtant les CPID, parce que Benjamin Fall, non, clairement pas. Yerim Fall pousse un peu trop le ballon, et Lucas Tozin était en repli, donc il n'était pas sûr de marquer. Et oui, donc là, il est revers carton jaune, et après, on comprend pourquoi Urios a dit qu'il était critiqué. Bien sûr, peut-être qu'il n'a pas super bien mis la forme, mais lui n'a pas été cité comme O'Gara d'ailleurs. Et voilà, donc là ça prouve que des fois il y en a qui sont pas si solidaires entre arbitres et que finalement ça a une incidence de dingue, sachant qu'on sait que le top 14 c'est serré, un bonus défensif, ce genre de choses, ça peut jouer. Donc voilà, c'est compliqué, oui, c'est pas noir ou blanc, mais il faut espérer que ça change. Bon là il va y avoir la trêve un peu Coupe d'Europe, peut-être ça changera un peu la tête, parce que là franchement ça devient pesant. Voilà. Avant de terminer, je voudrais juste faire un petit point transfert. Donc j'en avais parlé, mais c'est bon. Donc George North, le centre ailier gallois, a plus d'une centaine de sélections, hein, c'est du délire, hein, a signé du coup à Provence. Provence qui fait un gros recrutement. On avait parlé de Plisson l'autre jour. Ouais, ça c'est du très très gros. Enfin c'est très costaud. On pense d'ailleurs qu'il y avait déjà Ross Moriarty donc le troisième qui avait signé à Brive. Dans la même veine, il y avait Sam Johnson, beaucoup moins de sélection pour l'Écosse, qui avait signé à Brive aussi. Ouais, franchement, la Pro D2 s'attend à avoir des sacrés recrues. Bon, voilà, 31 ans, hein, c'est pas si vieux. Ouais, ça a proposé, oui, c'est le souci, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de joueurs qui restaient dans leur pays de sélection, mais en fait qui étaient mal payés. C'est pour ça que la France attire beaucoup, même en Pro D2. Donc voilà, faut voir cela aussi, hein, c'est que le salaire suive, hein. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité. On reparlera dans la semaine donc de la Coupe d'Europe, parce que oui, c'est parti pour 2 semaines de Coupe d'Europe. On parlera de la Invesco, je sais pas quoi, la Champions Cup, et de l'autre côté la Challenge Cup. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a des super confrontations, notamment La Rochelle, Leinster. Donc ouais, ça va être sympa. Bon allez, on se voit plus tard. Salut!